Ce soir, je reçois un ami, quelqu'un que j'ai rencontré pendant ma période de détention. C'est Jean-Michel Boucheron. Quand un ancien VIP de la prison de la Santé anime un talk show sur le web, il invite Jean-Michel Boucheron, 17 mois derrière les barreaux, ou encore Loïc Le Floch-Prigent, 6 mois de préventive. Tout ça pour parler avec eux de la prison, une vraie thérapie de groupe pour des cols blancs déchus qui ont bien du mal à tourner la page. Ce qui m'intéresse, c'est de parler du choc qu'on subit dans les prisons. Le choc, Loïc Le Floch-Prigent l'a subi il y a déjà 6 ans, le jour où sa vie a basculé en juillet 96. Le matin, tout puissant patron de la SNCF, le soir, détenu parmi d'autres de la prison de la Santé, sous le coup de 27 mises en examen dans l'affaire Elf, une incarcération vécue comme un cauchemar. Bien sûr, le fait d'avoir des cafards n'est pas très agréable, mais disons que ce n'est pas l'essentiel. Le problème essentiel, c'est la situation psychologique, le fait d'avoir le sentiment de ne plus être un citoyen lorsqu'on est détenu. Depuis sa sortie de prison, l'ancien patron n'a cessé de témoigner, lui, avec d'autres VIP qui veulent faire de leur traumatisme personnel un combat plus collectif. Je suis redevenu ce que j'aurais toujours dû rester, un homme comme un autre qui s'occupe du malheur ou qui essaie d'aider ceux qui vont pas bien. Jean-Michel Boucheron, l'ancien maire d'Angoulême, condamné pour corruption et recel d'abus de biens sociaux, est donc lui aussi parti en croisade. Comme le Floch-Prigent et 25 autres prisonniers célèbres, il a signé en 2000 le fameux manifeste pour dénoncer les conditions d'incarcération jugées scandaleuses. Autant de prises de position qui sont venues renforcer le combat initié par le docteur Vasseur, ancien médecin-chef de la prison de la Santé et auteur d'un livre qui a mis le feu aux poudres. Ce sont des gens médiatisés, qui ont des sous et qui pourraient vivre de leur rente au bord de la plage et qui se mobilisent pour continuer à témoigner, à dénoncer. Et je trouve que c'est utile. Il y a pour la première fois un sous-secrétaire d'État à la construction des prisons. Donc finalement, c'est positif. Il n'y a pas que, mais je reconnais bien volontiers qu'ils ont participé à cette mobilisation. Je crois que plus généralement, et c'est à donner à votre actif, les médias ont fait qu'il y a plus d'informations, en particulier sur l'univers carcéral, qui était quelque chose qu'on ignorait auparavant. Une opinion sensibilisée, pour la première fois en 20 ans, un ministère chargé de construire de nouvelles prisons et de rénover les anciennes. Fort de ces premières petites victoires, les VIP se sentent pousser des ailes. Dans un ouvrage collectif, Le Floch, Boucheron et d'autres anciens prisonniers élargissent leur combat. Réunis au sein du groupe Mialet, du nom d'un ancien détenu qui s'est suicidé dans sa cellule, c'est au-delà de la prison tous les dysfonctionnements de la justice et les méthodes de certains magistrats qu'ils veulent dénoncer. Les magistrats veulent obtenir des aveux, et d'une certaine façon, tout est bon pour obtenir les aveux, y compris l'humiliation, y compris venir vous chercher chez vous à 6 h du matin, sirène hurlante, alertant le voisinage, vous empêcher de dormir pendant la garde à vue, vous empêcher de vous laver, vous priver de vos lunettes si vous êtes myope. Dans leur réquisitoire contre le système judiciaire, les auteurs n'ont pas de mots assez durs. Les juges sont selon eux des petites gens qui ont acquis le pouvoir redoutable de gâcher la vie des autres. Cible de toutes les accusations, Eva Joly éprouverait même de la jubilation à mettre des gens connus en prison, des propos acides qui rendent leur combat moins crédible. Le Floch s'en prend à Eva Joly de façon à chaque fois un peu plus directe, un peu plus obsessionnelle. On est loin du combat initial d'un groupe pour faire évoluer les conditions d'incarcération en France. On est dans une somme, une agrégation de petits règlements de compte individuels. Alors, avant de rentrer dans le détail du livre, pour revenir sur ce que vous disiez, Charlotte, est-ce que vous êtes d'accord quand même pour dire que réfléchir sur l'univers carcéral et pour que les conditions en détention se passent bien, c'est quand même un débat utile à la société, Charlotte de Turckheim? Mais c'est évident, et c'est ça que je trouve pas bien de leur part. C'est que utiliser la vraie misère des gens et utiliser la vraie misère de ces mecs qui sont en tôle et qui vivent probablement, évidemment, des conditions de détention atroces, je veux dire, je trouve ça juste quand même absolument incroyable que ces deux messieurs qui sont là se rendent compte maintenant de ce que c'est difficile. Je veux dire, alors, ils disent mieux vaut tard que jamais s'ils l'avaient pas fait. Bien sûr, mais mais là-dessus, c'est une vraie question que pose Charlotte de Turckheim. Vous, par exemple, Jean-Michel Boucheron, vous avez été homme politique. Comment se fait-il, et ça vous est pas destiné personnellement, comment se fait-il qu'il ait fallu que vous passiez par la prison pour vous rendre compte que les prisons soient dans cet état-là et que vous, comme plein d'autres, tous ces gens-là qui sont dans votre groupe, le groupe Mialet, surinformés, puisque n'ayant pas un problème avec les médias, un accès aux médias directs, etc., comment se fait-il qu'il ait fallu autant de temps et que surtout que vous passiez par là pour que vous en rendiez compte? Ça, c'est une question qui peut se poser. D'autant que vous avez donné des cours en prison. C'est même pire, parce que moi, je le savais.
pour y avoir enseigné. Est-ce que vous dites je veux le bonheur des gens et je veux que Non, je veux pas le bonheur des gens. Le bonheur des gens, ça passait quand même par ne pas aller détourner les fonds d'Angoulême. J'ai pas détourné les fonds. On va pas recommencer sur le dossier d'Angoulême. Accordez-moi. Là-dessus, il a payé sa dette à la société. Oui, d'accord. Il a peut-être payé sa dette à la société. Mais c'est pas incompatible après aller défendre le sort des prisonniers, a priori. Si jamais vous pensez que Jean-Michel Boucheron a commis des fautes qui justifient une peine plus longue, eh bien dites-le. Si maintenant il a fait sa peine, on doit respecter l'homme qui a fait sa peine. Et le problème, je trouve que c'est un peu malséant de venir en télévision. En fait, vous voulez qu'on ferme Vous voulez qu'on ferme notre gueule. Eh bien, nous ne fermons pas notre gueule, nous considérons que ce que nous avons vu en prison est insupportable. Parfait. Non, vous n'avez pas fermé votre gueule, vous faites ce que vous voulez d'abord. Mais surtout, vous pouvez faire un travail absolument formidable d'aider. Moi, j'ai une tante qui passe sa vie entière à aider les gens en prison. Et il y a des tas de choses à faire d'une manière anonyme qui sont extrêmement efficaces. C'est pas incompatible, Charlotte de Turckheim. Peut-être qu'ils le font. On ne vous a pas dit ce qu'on faisait de façon anonyme, nous aussi. Mais qu'est-ce que ça va apporter de plus? Ça va apporter que nous avons dans le livre une description du système judiciaire et la prison, et nous avons des propositions à faire. Ces propositions sont de plus en plus entendues, et si on avait entendu un peu plus de propositions avant l'été, il n'y aurait pas eu cette surpopulation, il n'y aurait pas eu ce doublement sur la sortie de du livre et de morts en prison. Sur la sortie du livre, ce livre, il sort, pour reprendre ce que dit Charlotte, parce que vous n'avez pas été entendu. Quand il y a eu cette signature il y a 2 ans dans le Nouvel Obs où vous apostrophiez Elisabeth Bigou, les choses n'ont pas bougé. C'est pour ça, en fait, pour répondre à la question de Charlotte, si vous sortez ce livre, c'est que vous voulez mettre la pression sur, aujourd'hui, le gouvernement, d'une certaine manière. Je voudrais juste rajouter, pour qu'on s'entende bien, il y a plein de témoignages là-dedans qui ne sont pas que les nôtres. Et on n'est pas deux à avoir signé le bouquin. Il y a des tas de gens humbles, pas connus, qui racontent des trucs, et qui racontent leurs souffrances. Premièrement. Deuxièmement, l'association Mialet, dont nous nous préoccupons, donne de l'argent, aide les gens. On n'en parle pas de ça. On participe à l'éducation, on fait des cours de lecture. On a des copains qui vont dans les prisons avec Jardin, Alexandre Jardin, s'occuper d'alphabétisation. Moi, j'ai aidé des mecs à passer le bac. Je veux dire, vous êtes des mecs formidables, finalement. Non, oui, c'est pas le sujet. Si on avait, vous venez de nous dire qu'on était... 2 secondes, je vais être ému. Ah, mais c'est bien. J'espère bien. J'espère bien que vous touchez un peu votre cœur sur ces problèmes. Bien sûr. Je trouve ça merveilleux. Mais je ne vois pas pourquoi vous êtes agressif à notre égard, parce que on fait un livre pour essayer. Vous piquez dans la pièce, vous détournez les fonds des gens. Il y a des braves gens d'Angoulême qui paient leurs impôts locaux, qui paient leurs impôts. Et alors est-ce que vous êtes d'accord pour dire. Pour avancer, vous voulez condamner Boucheron à vie? Pour avancer dans le débat, Charlotte de Turckheim. Arrêtez pour avancer dans le débat. Ça m'emmerde de faire une émission de télé avec vous. Voilà. Eh bien, écoutez, il y a ça, c'est pas de problème. Non, mais pour avancer comme Thierry Lévy, foutez le camp. Pour avancer dans le débat, est-ce que vous êtes d'accord quand même pour dire qu'une fois qu'on a payé sa dette à la société. Moi, je suis prévu pour toute l'émission. C'est votre problème. Pour avancer dans le débat, est-ce que vous êtes d'accord, Charlotte, pour dire qu'à partir du moment où on paye sa dette à la société, c'est pas pour ça qu'après on ne peut plus l'ouvrir? La prison, ça sert à ça, a priori. Ça sert à purger, une peine. Mais comme par hasard, il faut qu'ils soient pris la main dans le sac et qu'ils fassent de la taupe pour se rendre compte que ce qu'ils font, c'est pas bien. Madame de Turckheim, ne dites pas que je parle dans le sac. Ne faites pas le jugement à la place des juges. Ils y sont bien. C'est au mois de novembre. Moi, en tant que citoyenne et en tant que... Mais en tant que citoyenne, je n'ai pas pris votre argent, je vous en ai donné. OK? Maintenant, vous arrêtez. Allez-y, Jean-Michel Boucheron. Attendez quand même. Vous le savez, j'ai gagné 150 milliards pour le bien de l'État et vous avez... Oui, parce que c'est 150 milliards que vous avez en moins. Je ne m'en souviens pas. Absolument. OK, on avance. Le débat étant posé, on avance sur le contenu du livre. Avec une question à laquelle vous ne m'avez pas répondu tout à l'heure. Vous avez entendu le journaliste du Parisien qui disait également le fait comme ça d'être frontal vis-à-vis d'un juge et que c'est une affaire personnelle, est-ce que ça, d'une certaine manière, ça ne décrédibilise pas le reste? C'est une illustration de ce qui peut arriver, c'est-à-dire, effectivement, quand un juge vous considère comme coupable et qui vous met en prison immédiatement, vous n'avez plus les moyens de vous défendre, et c'est arrivé à beaucoup de gens. Bon, alors je prends l'exemple de mon successeur qui, lui, pris la main dans le sac. Bon, eh bien, on ne lui dit pas, vous allez en prison, et vous êtes mis en examen. On lui dit, oh, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, venir un jour? C'est pas ma question. Donc ça veut dire qu'il y a deux manières de considérer les gens, ceux qui sont coupables et ceux qui ne sont pas coupables. Bon. Et en fait, c'est les mêmes gens. Bon. Et ce que je veux dénoncer à travers ce livre avec mes camarades, c'est le fait qu'il y a 2 poids, 2 mesures,
mais sans arrêt, et avec tous les témoignages que Alors nous avons. justement, deux poids, deux mesures. C'est effectivement ce qui est arrivé avec moi. Alors, deux poids, deux mesures. Supposons, justement, sur d'abord les conditions de détention, puisque c'est en deux parties, les conditions de détention et ensuite le système judiciaire. Les conditions de détention, on le sait, vous avez fréquenté l'un et l'autre le quartier VIP de la prison de la Santé. C'est votre langage, je dirais. Non, c'est le langage des médias. Vous-même là-dedans, vous le reprenez, donc c'est pas que si. Quel est le véritable nom? Comment vous diriez? Le nom, c'est le quartier réservé, et c'était le quartier des flics et des gendarmes. Les flics, les gendarmes, les avocats et tous ceux qui pouvaient être agressés par les autres en salle commune. Alors, est-ce que vous trouvez d'abord que c'est justifié qu'il y ait un quartier VIP et un quartier... C'est un quartier réservé. Alors, ce quartier réservé, on ne va pas jouer sur les mots. Est-ce que vous êtes aujourd'hui pour qu'il n'y ait pas comme ça deux quartiers, on va dire, un quartier réservé à des gens. Il y a deux choses qu'il faut dire. La première des choses, c'est que je ne vois pas pourquoi il y aurait un quartier réservé. C'est encore moi non plus. Pire. Vous auriez pu refuser d'y aller. Oui, tout à fait. Jean-Claude Bras, l'ancien président du Red Star, a refusé de l'intégrer. Moi, j'avoue humblement que quand je suis arrivé, je ne savais pas que ça existait. Je me suis retrouvé du fin fond de l'Argentine. Bon. Très bien. La question n'est pas là. La question est que, simplement, qu'est-ce qu'on demande, nous? Rien d'autre qu'une douche et par cellule, et qu'éventuellement, si c'est possible, un détenu par cellule. C'est la loi qui n'est pas ce qui est le cas actuellement dans le quartier VIP. Dans le quartier réservé. Donc, le quartier VIP, c'est ça. Ça devrait l'être partout. Donc, c'est pas rien d'autre que ça. Est-ce que vous êtes d'accord pour que ce quartier, aujourd'hui, n'existe plus? Non, ce fameux quartier VIP. C'est compliqué, Marc, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas se promener dans la même cour que d'autres détenus. Vous imaginez volontiers qu'un agent de police, un flic ou un commissaire qui se retrouve parce qu'il a dérivé, il a fait une déviance, il a fait une erreur, il est délinquant, se retrouve dans une cour avec ceux qu'il a déjà arrêtés. Ça, c'est pas possible. Est-ce que vous avez l'impression l'un et l'autre d'avoir bénéficié d'un traitement de faveur par rapport aux autres prisonniers? Excusez-moi, j'ai eu tout. Moi. Comment ça, vous avez eu tout? J'ai eu une cellule d'accueil qui était la même que tout le monde, puis je suis allé dans un quartier normal. Et puis, à un moment, on m'a mis dans le quartier réservé. Et donc là, combien de temps vous êtes resté dans votre quartier normal? 1 mois et demi. Donc j'ai tout fait. Et 1 mois et demi, beaucoup plus dur à vivre? Et ça veut dire quoi? Non, c'est la même chose. Vous étiez plusieurs par cellule? Oui, non, sûrement. Non, moi, en tout cas, j'étais dans une division où il y avait des cellules individuelles, mais je suis resté 1 mois et demi dans un quartier normal. Alors c'est quoi la différence avec le VIP? C'est la douche, c'est uniquement ça? Avec le VIP, dans ce que j'ai vécu moi, la seule différence, c'est que il y avait le matin, on était dans une salle à 8 ou 10 et on faisait du sport sur quelques machines. Alors que dans le quartier normal, j'avais une sortie le matin, une sortie l'après-midi, et dans la sortie le matin, je pouvais jouer au football avec 40 ou 50 personnes, alors qu'après, je jouais au football dans un camembert, c'est-à-dire avec un bout de camembert. Je vais vraiment chialer. Voilà la différence. Et il y a le nombre des surveillants également qui est différent. Non. Dans le quartier VIP, je crois dans le quartier VIP, il y en a un pour 10 et un pour 100. Alors c'est nouveau, c'est-à-dire que lorsque le livre de Véronique Vasseur est sorti et que les dirigeants politiques ont voulu faire visiter la santé, ils ont rénové le quartier. Alors justement, elle dit, Véronique Vasseur, d'ailleurs dans la préface, l'argent débloqué à la hâte suite à son livre a surtout servi à la rénovation du bloc des VIP avec double cellule, cloison en dur pour la mini-salle de bain et auxiliaire de ménage. C'est ça la réalité. Donc je n'ai pas connu ça. Moi j'ai connu une cellule normale et j'ai connu à 8. Au lieu d'être dans la cour avec 40 personnes, j'ai connu une cour à 8 personnes. Il y avait qui quand vous étiez au quartier réservé, VIP, vous, Jean-Michel Bouchon, dans les autres cellules? Il y avait Bernard Tapie. Mais il fait de la télé, lui aussi. Il y avait... Je vais faire de la tôle, puis après, tu vas faire quoi? Écoutez, vous avez peut-être un peu de succès, mais voyez Tapie. Mais commencez à dire aux petits malins, puis vous comprendrez ce que c'est que la tôle. Visiblement, vous n'avez pas compris. Non, c'est vrai, j'ai pas compris que le métier a changé et qu'il faut commencer par faire de la tôle maintenant pour faire la téloche. Télé. Vous allez voir une proposition demain, vous allez voir, je suis sûr. Je suis convaincu que c'est vous. Justement, à propos de... Il y avait qui d'autre? Il y avait Bob Bénard, il y avait Bob Denard, il y avait un président de banque, il y avait des gens, d'autres gens d'Elf-Aquitaine, il y avait un joli gratin. Ah oui, c'est chouette. Et alors, de là, vous avez vu comment ça se passe, les autres conditions de détention des autres détenus, et vous écrivez que les fondements même de la République, ils sont bafoués.
concrètement, bafoué comment Le système carcéral ne peut marcher que dans la mesure où tout ce qui est fait est illégal. Si jamais on applique... C'est-à-dire que tout rentre en fait dans la prison. C'est-à-dire par exemple, il y a des drogués qui sont là et qui achètent de la drogue d'une manière ou d'une autre. À qui ? À ceux qui rentrent. À ceux qui en font les surveillants sont au courant? Mais les surveillants sont souvent... Il est difficile de penser qu'ils ne sentent pas l'odeur du shit dans les couloirs et dans les cellules. Nous, on le sent. Donc, a priori, donc ça, on le c'est un secret de polichinelle. Et c'est quoi les autres fondements même de la République qui sont bafoués? Sur la violence et le sexe, par exemple, vous, Loïc Le Floch-Prigent, vous l'évoquez dans le livre, vous dites « Mes nuits sont hantées aujourd'hui par les bruits que j'entendais là-bas. Les pires sont sans doute les hurlements de détenus, en particulier ceux des nouveaux venus, sodomisés dès leur arrivée par leurs compagnons de cellule. » Oui, à l'infirmerie, vous avez des préservatifs, donc ça doit servir à quelque chose. Et, à disposition, oui, des prisonniers. Des prisonniers, oui. Alors, qui n'ont pas le droit d'avoir de relations sexuelles avec et donc tout le monde sait qu'il y a des relations sexuelles. Bon, alors il y a des relations sexuelles volontaires. Si jamais le but de la prison, c'est de faire des homosexuels, on dit, voilà, le but, c'est de faire des homosexuels. Puis on dit, effectivement, on donne à chacun sa capote. Mais c'est pas le problème, c'est le viol. Mais le problème, c'est le viol. Là-dessus, Charlotte de Turckheim, le fait d'entendre ça, j'ai bien compris que le fait que ça vienne d'eux, ça vous pose un problème. Mais est-ce que ça vous choque de savoir qu'en prison, aujourd'hui, on le sait, Véronique Vasseur... C'est pas un truc qu'on découvre. Mais il le raconte, pour l'avoir entendu. Donc je suis le premier à l'avoir dit, Madame de Turckheim. On a l'impression que ces deux messieurs découvrent l'abomination de ce que c'est que la prison. Mais c'est ça que je trouve quand même d'une naïveté un petit peu suspecte. C'est que moi, je le sais, vous le savez, tout le monde le sait. Non, tout le monde le sait, simplement j'étais le seul à le dire. Mais eux, ils y sont allés, Charlotte de Turckheim. Ça prend une valeur un peu différente. Oui, j'ai été menacé par le ministère de la Justice et par un certain nombre de syndicats de prison. Ils ne sont pas fait sodomiser non plus, visiblement. Ils m'ont dit retirez ce que vous avez dit. Et des gens qui étaient avec moi en prison, on les a mis au mitard parce qu'ils refusaient de témoigner en disant que ce n'était pas vrai. Alors quand Bernard Tapie, lui, il dit que 90% des détenus vivent mieux en tôle que chez eux. Non, Bernard Tapie dit encore des choses plus désagréables. Il dit ça. C'est son côté grand prédicateur et distributeur de morale est, après tout, aussi gênant sans doute que ce qu'on dit aujourd'hui. Quand Tapie dit « je ne veux pas participer à des associations telles celles de Mialet, parce qu'on trouve que la gamelle n'est pas bonne et que le lit n'est pas confortable », il oublie de dire que pendant que nous, on est dans les fourgons cellulaires ou enchaînés à 10 dans les palais de justice, il se promène tout seul avec une voiture et un chauffeur et qui fait Marseille-Paris, Paris-Marseille en avion. Pendant qu'il est incarcéré ? Pendant qu'il est incarcéré de Marseille à Paris. 3 vitesses, là, on passe... Oui, 3. Et alors, quand on dit que la République, de temps en temps, oublie ses règles, c'est moi, ce que je veux simplement dire, c'est qu'il me semble que la prison, ça devrait être tout le monde égaux. Tout le monde égal. C'est-à-dire pas de différence, puisque si on vous met en prison, c'est que vous avez fait des conneries. Si vous avez fait des conneries. Une voiture et pas du tout. Moi, alors, pas du tout. Ça m'emmerde pas du tout. Je dis simplement que qu'il l'ait fait, c'est bien. Qu'il donne des leçons aux autres, c'est moins bien. Donc, qu'il le fait, c'est pas bien. Mais enfin bon, c'est pas grave. C'est son problème, c'est pas le mien. Il fait ce qu'il veut. Mais il donne pas des leçons. Simplement, je dis que, vous savez, la critique, à un moment donné, elle s'arrête un peu. Quand on dit vous êtes condamné à 6 mois de prison parce qu'on vous a pris dans la rue avec 3 barres de shit ou 10 barres de shit et qu'en prison vous en trouvez plus qu'à l'extérieur, ça ne me paraît pas tout à fait normal. Quand on dit que selon que vous soyez riche et puissant, vous avez un bon avocat et que le voleur de poule n'a pas d'avocat et qu'il va prendre 6 mois sans rien comprendre, selon que, moi c'est le cas et je pense à un de mes amis aujourd'hui qui souffre, qui est malade et qui est incarcéré et dont tout le monde ne veut pas entendre qu'il devrait être dehors et que personne ne s'en occupe, ça va pas. Vous dites même que la prison, ça accentue les inégalités sociales. Oui. De quel point de vue ? Écoutez, si vous avez 3 filles qui travaillent dehors, elles viennent tous les jeudis ou tous les mercredis donner de l'argent et vous pouvez vous acheter vos laitues, vos endives, un beefsteak, des cigarettes ou des cigares. Et évidemment, le petit qui est avec vous dans la même cellule, s'il n'a rien, s'il n'a pas un sou, il faudra qu'il fasse ce qu'il faut qu'il fasse pour pouvoir bénéficier d'une cigarette. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse ? Je laisse l'imagination. Je veux dire que c'est une des raisons de la violence sexuelle. Vous voulez dire qu'il y a de la prostitution en prison ? Bien sûr. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai dit, il y a des gens qui sont obligés de se débrouiller pour avoir ce qu'ils veulent. C'est 4 fois plus cher en prison qu'à l'extérieur. C'est-à-dire la nourriture, les aliments, tout ça, tout est beaucoup plus cher. Il y a 2 choses qui sont redoutables en prison. Les inégalités sont plus violentes.
l'argent a plus d'importance. Et on oublie toujours, et moi j'insiste, on oublie toujours que la famille de ceux qui sont incarcérés souffre encore plus dehors que celui qui est dedans. Parce que quand on est dedans, on est pris en charge par le système carcéral. Ceux qui sont dehors, les enfants, les mères, les grands-parents, les oncles, c'est redoutablement plus difficile. Ils sont humiliés par la prison. Sur l'humiliation... On les humilie parce qu'ils sont fils ou femmes... ou mari de détenu. Sur l'humiliation, vous racontez, notamment Loïc Le Floch-Prigent, votre première nuit, un souvenir d'épouvante, l'antichambre de la mort, 7 mètres carrés, la faim et tous les quarts d'heure, un gardien qui allume et vous observe. J'étais la star. Comme aux zoo. J'étais la star. Alors, tous les 5 minutes, il allume de l'extérieur, j'étais la star, il regardait, il est là, ah oui, c'est lui, on entendait, ah oui, c'est bien lui, c'est bien lui, c'est bien lui. Je passais à la télé, j'étais la star, simplement. La première nuit, c'est pas terrible. Alors, la cellule était plus que dégueulasse, d'ailleurs, ils étaient d'accord avec ça. Gardien, et puis j'avais pas bouffé depuis 12 heures, et puis j'avais un ballot, et je savais que c'était une cellule dans laquelle il fallait pas que je m'installe, puisque j'allais dans une autre, c'est une cellule dite d'accueil. Voilà. Et je dis que ça conduit à ce qu'un suicide sur 2 se passe la première nuit, et je comprends que ça se passe. Parce qu'effectivement... Vous avez pensé l'un ou l'autre au suicide en prison? Bien sûr, il n'y a aucun problème. Vous êtes resté 17 mois? 7 mois. 7 mois, 6 mois et 17 mois, pardon. Oui, 18. Et dans 18. Et dans les 6 mois et dans les 18, vous avez pensé à vous suicider l'un et l'autre? Non, moi j'ai demandé d'être condamné. Donc c'était fini. Je voulais, puisque Michel Beaucheron est rentré d'Argentine, où il avait fui, pour purger sa peine. Ne lui demandez pas de témoigner. Je ne veux pas de compassion, hein, rassurez-vous. Oh non, mais je sais que vous n'en aurez pas, mais je ne vous en demande pas non plus. D'accord. Non, moi je ne suis pas... J'ai voulu rentrer, j'ai voulu payer ma peine, mais c'est vrai aussi, pour pouvoir dire, une fois que j'ai payé, et ce que vous disiez tout à l'heure, c'est vrai, je continue à payer, pour dire, bon, maintenant, on pourrait peut-être parler d'autre chose, de la prévention, de ce qui se passe dedans, de ce qui se passe après, la réinsertion. Pour vous, la réinsertion, allez-vous à l'échec, quoi? Non. Non, elle est... il faut la préparer. Non, il faut la préparer. Telle qu'elle est faite aujourd'hui. Aujourd'hui, ça ne va pas. Ça ne va pas, parce qu'on n'a pas encore compris, dans ce pays, que lorsque quelqu'un entre en prison, il devait en sortir. Et par conséquent, le problème était de faire sortir et si jamais c'est l'école de la délinquance comme aujourd'hui, c'est-à-dire si on sort dans un état pire qu'on est rentré, effectivement, la société... Pour vous, vous dites que c'est la dernière préoccupation des juges, vous vouliez dire, Charlotte? Je ne sais plus. Vous direz ma conclusion. Vous disiez la conclusion, je vais vous la dire. Bon, on le fera tout à l'heure. Ah, d'accord. Sur l'immobilisme des politiques, parce que ça dépasse ce qu'ils racontent, vous l'expliquez comment? C'est pas bien, d'un point de vue électoral, de s'occuper des prisonniers. Ça fait, ils n'ont pas mieux à s'occuper que ça, les politiques. Marco, si Vasseur n'avait pas pris la parole avec ce qu'elle a dit, je ne suis pas sûr que le monde politique ait bougé. J'en parle en connaissance de cause. C'était probablement, de notre part à tous, une forme de lâcheté. Je veux dire, c'était le propos de la société. Ils sont en prison, qu'ils ne nous emmerdent pas, on a autre chose à faire. C'était sûrement aussi un propos qui faisait que c'est peut-être pas très populaire quand on est en politique de parler de la prison. Là-dessus, Charlotte, sur les politiques, aujourd'hui, ceux qui passent pour taper dans la caisse s'occupent finalement de très loin du sort des prisons. Bon, là, c'est la première fois qu'il y a un ministre qui est nommé. Vous en pensez quoi? Évidemment que ça, je trouve ça formidable et absolument indispensable, parce que quand on voit toutes les images et tout ce qu'on sait depuis des années sur l'état des prisons, les conditions de détention et surtout les conditions de réinsertion, moi je vous dis, j'ai une tante qui travaille depuis 30 ans, vous l'avez peut-être rencontrée, peut-être venu vous visiter, qui ne fait que ça, donc moi je suis un peu ça à travers elle, donc c'est évident que c'est absolument épouvantable. Et que, visiblement, effectivement, les politiques sont contre-foot, parce que sinon, c'est pas des gens qui... Est-ce que là-dessus, vous ne vous rejoignez pas? Puisque c'est vrai que, en les entendant, c'est sur la pression des groupes comme ils ont monté, que les politiques, d'un coup, se sentent un peu acculés et font des choses. Est-ce que là-dessus, ça ne vous fait pas un peu revenir sur vos prises de position du début, Charlotte? Parce que ça, c'est une réalité. C'est la pression qu'ils mettent qui fait avancer le débat. Je suis mauvaise, dans le fond. Vous êtes mauvaise dans quoi? Dans le fond? Oui, mais parce que je ne crois pas vraiment... Alors, on n'a pas le droit. On est définitivement mauvais. Non, mais je trouve toujours quand même bizarre que... Vous ne croyez pas leur sincérité, en fait. On a un faux suspect. On fait quand même des mots très... Et puis, quand même, toutes ces années où vous avez fait tout ça, où vous avez lésé des gens, où vous avez fait... Vous dites que vous avez pensé au suicide, mais des gens que vous avez lésés, qu'est-ce que vous en savez s'ils n'ont pas eux aussi pensé au suicide? Alors, vous ne vous êtes pas soucié du sort de tous ces gens-là, de ces milliers de gens. Et puis tout d'un coup, maintenant...
Alors, c'est merveilleux, c'est formidable. Vous réalisez, et vous nous apprenez, et grâce à vous, on découvre toute la misère qu'il y a dans les prisons. Mais Charlotte, il y en a d'autres qui ne font rien, qui ne font strictement rien après, qui sortent de prison et qui... Oui, il y en a qui font systématiquement rien, c'est vrai. Je comprends ce que vous dites. Mais je trouve ça... j'ai du mal, quoi. Voilà, j'ai du mal parce que je trouve qu'il y a des gens qui aussi tous les jours, d'une manière anonyme, depuis des années, se battent. Mais quel serait leur intérêt à venir parce que j'imagine que l'argent du livre. Ah, c'est miellé, ça c'est pas pour nous. Ça va aller en prison. Ça va aux associations et à tous ceux qu'on aide sans que ça se sache. Donc là-dessus, personne ne va s'enrichir. Ah, pas du tout, non. Donc, je me doutais bien quand même qu'ils n'allaient pas mettre l'argent dans leur poche. Ça a changé. Vous savez, 18 mois de prison, ça vous apprend des trucs. Voilà, exactement. J'imagine quand même qu'ils ont compris. Alors merci. J'ai un bon point, j'ai un petit bon point. Un demi, mais un petit. Je voudrais continuer à dire à Mme de Turckheim qu'en ce qui me concerne, la condamnation que j'ai n'est pas sur l'argent que j'aurais pris, pour l'instant, et je suis en appel, mais sur l'argent que j'aurais donné. Hein, et je dis j'aurais. Il y a un appel au mois de novembre, donc dans 3 semaines. J'aurais donné. Vous lâchez un peu votre copain, là? Pas du tout. Parce que vous dites, lui, il a... mais moi, non. Lui, il dit qu'il a fait. Lui, il dit qu'il a fait. Mais moi, j'assume. Je ne lâche pas mon copain du tout. Je dis simplement... Tout à l'heure, lorsqu'on continue à parler de ce qu'il a fait, je me suis mis en colère parce que je considère qu'il a payé sa dette et que ça suffit. Mais sur ce que dit quand même Charlotte de Turckheim, puisque votre procès, il est en novembre, il devait avoir lieu en mars pour des raisons de santé. Vous avez dit que vous n'étiez pas apte à aller assumer la. Ah non, mais j'avais une pancréatite et j'étais dans lit d'hôpital en train de crever à Liban. Très bien. Donc mais j'ai pas dit. On a non, mais là, vous dites que vos problèmes cardiaques vous empêcheraient de vous présenter devant le tribunal, que le stress induit dans ce genre d'épreuve pourrait vous tuer. Non, c'est le rapport d'expertise en ce qui me concerne. Mais alors, mais vous ne pensez pas que les juges, quand ils vont voir, effectivement, à la télévision, est plutôt véhément et défendent votre cause, ça peut les agacer d'une certaine manière? Oui, mais disons que je fais ça non pas pour moi, mais pour le travail commun que nous avons engagé il y a 4 ans. Dans le groupe et l'ensemble de mes conseils considèrent que je n'avais pas à faire ce livre, qu'il ne fallait pas que je le signe, qu'il ne fallait pas que je passe à la télé. Que c'était pas le moment, quoi. C'est pas le moment. Et je dis, moi, j'en ai rien à faire. J'y vais et je raconte. Ça fait 4 ans que nous travaillons sur ce sujet, sur les propositions. Le livre est prêt aujourd'hui, on le sort quand il doit sortir. Indépendamment du procès. Alors, sur le deuxième aspect, et on terminera là-dessus, sur le système judiciaire que vous dénoncez, vous racontez donc les méthodes, je vous cite, d'intimidation et l'acharnement dont fait preuve les juges, les interrogatoires à rallonge, des fouilles au corps dans les parties les plus intimes. Vous racontez les méthodes brutales d'Eva Joly. Excusez... Il n'y a pas qu'Eva Joly, je veux dire. Eva Joly est extrêmement montré du doigt. Il y a un exemple d'Eva Joly qui travaille. Enfin, vous y allez vraiment sur Eva Joly quand même. Ah ben c'est clair. C'est clair qu'elle a volé ma vie. Très bien, mais à un moment donné, elle a fait son travail. Vous avez été condamné en premier appel. Excusez ma naïveté. J'ai été condamné sur... En première instance, je veux dire. En première instance, sur un mot qui est ne pouvait pas ne pas être au courant. Marco, le bouquin, c'est pas le procès. Et c'est pas le procès. Et c'est pas le procès d'Eva Joly. Le bouquin, c'est pas le procès de Loïc. Non, mais j'ai bien compris. Ça n'a rien à voir. Mais le bouquin, c'est un peu aussi le procès des juges. L'émission non plus. Non, mais c'est le procès des juges. Ah oui. Excusez-moi, avec notre naïveté, parce que ce sont des témoignages avec les noms à la fois des gens et des autres. Et Jean-Michel Boucheron, excusez notre naïveté. Nous, on n'a pas été confrontés jusqu'à aujourd'hui aux juges. Mais on ne le souhaite pas. Vous avez une chance sur 2 d'être mis en garde à vue dans votre vie. Peut-être, mais on peut aussi très bien penser que si elle faisait tout ça, ces interrogations et tout ça au bar du Fouquet's de façon très détendue, peut-être qu'elle ferait aussi avouer beaucoup moins de choses et que ce que vous dénoncez, les intimidations, etc., comment voulez-vous faire avouer à vous et à d'autres, puisqu'on ne va pas rentrer dans des cas personnels, ça ne va pas se passer dans un cadre feutré, on va vous dire, vous n'avez rien à vous reprocher, monsieur Leufroy-Prigent, vous voulez boire une tasse de café en plus. La torture a été abolie en France, c'est l'Inquisition, c'est Torquemada. Et puis ensuite, on prend la torture psychologique pour essayer de faire avouer. Et puis à la fin, on fait avouer et puis on s'aperçoit que c'est pas vrai. Bon, pourquoi? Parce que c'est pas comme ça à tous les coups. C'est pas légion. C'est quand même la préventive conduit un maximum de gens à sortir sans qu'ils aient été reconnus coupables à la sortie. Et Marc, un maximum de gens. Sur le problème des magistrats en général, même sans montrer du doigt tel ou tel. Quelle est la réflexion de tous ceux qu'on a rencontrés? Je ne sais pas. En tout cas, vous dites que ce sont des revanchards qui se lèvent le matin en disant qui je vais emmerder ce matin. Oui, c'est probable. Ils font leur travail. Ils ont décidé, quelques-uns ont décidé
un peu comme ils l'ont voulu en Italie, de dire il faut nettoyer les écuries d'Augias. Et il y a effectivement des dérives et des excès qu'il fallait corriger. Il y a forcément des dérives, mais je suis d'accord. Des gens formidables dans les mais bien, alors j'y venais. Alors qu'il y ait des dérives, il y en a dans tous les métiers, bien sûr. Mais il faut les tout dénoncer. d'un coup, moi je trouve que ces juges, la plupart du temps, il y a sûrement des cons comme partout et des gens qui abusent de leur pouvoir comme partout. Enfin, globalement, heureusement qu'ils sont là quand même, nom d'un chien. On est d'accord là-dessus. Vous êtes d'accord? Attendez-moi, Marc, dans le bouquin, on parle aussi de quelques magistrats qui sont formidables. Oui, enfin, c'est pas cela qu'on retient, Jean-Michel Boucheron. On peut pas parler de ceux qu'on connaît pas. C'est ce que on sent quand même que c'est une charge radicale contre les juges. On considère que les magistrats instructeurs sont pas là pour juger à la place du tribunal et encore moins à la place de la République. C'est tout ce qu'on leur demande. Mais quand vous dites ces juges sont des petites gens qui n'avaient rien fait de leur carrière, il y a une sorte de mépris, tout le monde n'aspire pas à être maître du monde. Un juge, qui n'avait rien fait de leur carrière, et des juges. Heureusement, non. Et heureusement, il y a des gens, et beaucoup de gens, qui font correctement leur travail, aussi bien comme juges que comme gardiens de prison. Mais ce n'est pas la majorité pour vous? Mais ceux que nous avons rencontrés étaient originaux. Alors on s'est dit, c'est à cause de nous qu'ils sont originaux. Très bien. Et puis, on a fait ce groupe, on a demandé aux gens des témoignages. 150 témoignages, puis 1000 témoignages, et on retrouve les mêmes problème sur les 1000 témoignages. On dit, il y a un sujet. Donc vous l'écrivez. Et on écrit. Voilà. Oui, je crois qu'il faut faire attention aussi aux chiffres. 10% des procès et des dossiers sont traités par des magistrats instructeurs. 90% des autres n'ont pas de juge d'instruction. C'est le parquet directement qui fait. Donc on ne parle que, excusez-moi, on ne peut pas parler de tout ce qu'on ne connaît pas. Nous parlons que des 10%. Et on dit qu'à l'intérieur de cela, il y a eu un groupe de magistrats qui a voulu copier ce qui s'est passé en Italie et de dire on va prendre Vous mettez la qui place. dedans? C'est pas mon problème. Bah si, tous ceux qui sont à la financière et dont on parle dans les journaux. Donc qui? Eva Joly, Laurence Vichevsky, Eric Alphen probablement. Qui d'autre? Probablement, je ne sais pas d'autres. Tous les autres, Roy, Prévost-Després... Van Ruynbeck? Van Ruynbeck, oui. C'est tous des pourris et vous des gens... Ah non, pas dit ça. Attendez. J'ai pas dit ça. Madame de Turckheim, ne nous faites pas dire pourris, on en dit suffisamment déjà. On peut dénoncer les méthodes, mais on ne dit pas qu'ils sont ni pourris ni corrompus. Jamais on dit ça. Sur 1000, vous dites, c'est 1000 injustices. Incroyable, quand même. Formidable. Je suis contente de vous avoir rencontré. Nous aussi, on est contents. Alors, votre mot de la fin à vous, et puis on leur laisse ça. Allez. Non, mais rien, je dirais que je les remercie beaucoup de nous faire découvrir l'horreur du monde carcéral. Et je trouve ça... c'est merveilleux. Et sans eux, on ne savait pas tout ça. Et je trouve que c'est... Très bien, on va prendre ça. Un certain nombre de gens disent qu'ils vont faire gagner 10 ans aussi au système judiciaire et surtout à la réforme. C'est ce qu'on dit aussi. Oui, peut-être, oui. Ils sont formidables, finalement. Voilà, le mot de la fin est formidable. Chacun son degré. Nous, c'est le premier, elle, c'est le second. Juste un tout dernier mot très rapidement. Est-ce que vous êtes restés en contact l'un et l'autre avec vos anciens co-détenus? Tout le temps. Absolument, et on continue à l'être, et on continue à être en contact avec des nouveaux. Et nous avons 10 détenus actuels dans l'association avec laquelle nous correspondons. Et bien sûr, nous sommes au centre du domaine de la santé qui a été l'endroit où on s'est rencontrés, et puis on essaie d'aller maintenant dans les autres prisons. Je pense que, très sincèrement, ce livre doit faire avancer les choses. C'est-à-dire, ce livre doit une prise de conscience. En tout cas, il s'appelle Tous coupables, réquisitoire contre le système judiciaire et la prison. La préface est de Véronique Vasseur. Et en le lisant, on peut reconnaître au moins sur les conditions de détention qu'on y apprend des choses et il y a du vécu. Et de ce point de vue-là, ça vaut le coup. Je vous l'offre. C'est pas si mal. Vous pouvez le lire.